L'émission politique, une demi-heure ensemble, comme tous les matins, bien sûr. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là, et Guy Birenbaum aussi. Notre invité ce matin est essayiste et philosophe. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Vous revenez d'Irak, nous évoquerons ensemble dans un instant la situation toujours difficile et parfois dramatique dans ce pays, mais parlons avant des États-Unis. Donald Trump a été élu président des États-Unis dans la nuit de mardi au mercredi. Beaucoup de gens notent, Bernard-Henri Lévy, vous n'étiez peut-être pas le seul, mais que vous avez écrit un papier retentissant au mois d'août. Jamais, écriviez-vous, Donald Trump ne sera élu président des États-Unis. Oui, mais j'étais franchement pas le seul. Ah, oui. Oui. Mais vous l'avez écrit. Ah ben je l'ai écrit, oui, parce que je pensais qu'un candidat qui était traître à son pays, c'est-à-dire qui faisait l'éloge de Poutine toutes les 5 secondes, qui a insulté les vétérans et qui disait ce qu'il disait sur les femmes, ne pouvait pas être président des États-Unis. Je me suis trompé, bien sûr. Et alors c'est quoi cette erreur ? C'est une mauvaise évaluation de ce que souhaitent les Américains, la classe moyenne américaine, les Blancs américains, les déclassés américains. C'est une mauvaise analyse de cette situation-là ? Oui, enfin, attendez, d'abord, ça a l'air un peu idiot de dire ça, mais il faut un tout petit peu relativiser. D'abord, la majorité du peuple américain, d'abord, a voté Hillary Clinton. Hillary Clinton est en tête, si on parle. En nombre de voix. Ouais. Oui, d'accord, mais, mais c'est quand même pas négligeable. 59,400 000 voix contre 59,200 200 000 voix voix. d'avance, premièrement. Donc on ne peut pas dire que le peuple américain ait voté... C'est toujours un peu fallacieux, pardonnez-moi, cet argument-là, parce que les candidats font campagne en fonction de leur système de délégués. Ils feraient une campagne très différente si on était un suffrage universel comme le nôtre. Mais ça et peut-être que ça ne changerait pas Fabienne le résultat. Mais ce n'est pas un 6 ans raz-de-marée. correspondante aux De même États-Unis. qu'on ne peut pas dire, j'en ai marre d'entendre, que ce sont les déclassés, les vaincus de la mondialisation qui ont voté Donald Trump. C'est faux. Les vrais vaincus de la mondialisation, ce sont notamment les Afro-Américains qui ont voté majoritairement, massivement pour le coup, pour Hillary Clinton. Et parmi les personnes les plus défavorisées, ou celles qui avaient les salaires les plus bas, le vote Clinton est majoritaire. Oui, et c'est ce que j'allais dire. Les vrais déclassés, les vrais pauvres ont voté pour Clinton. Ou n'ont pas voté. Ou n'ont pas voté. Ou certains n'ont pas voté, mais ils ont tout de même majoritairement voté pour Clinton parce qu'ils savent que l'une des mesures phares de Trump, et celle-là il la prendra, c'est de casser l'Obamacare et de les renvoyer à la misère absolue qu'ils pouvaient connaître avant. Bon, il n'empêche, il ne devait pas être élu, il a été élu. Alors, il a été élu, naturellement. Alors, vous l'analysez comment ? Amende honorable ? Oui, je me suis trompé comme tous les commentateurs, comme vous, comme les responsables politiques, comme le président de la République française, qui n'avait prévu qu'une lettre de félicitations. Voilà, tout le monde s'est trompé. Parce qu'on a sous-estimé d'abord le poids de cette espèce la télé-réalité en politique, hein, la star de la télé-réalité devenant un personnage politique majeur. On a sous-estimé la volonté de revanche contre les années Obama. On a sous-estimé la pulsion nationaliste, isolationniste et raciste en Amérique. Moi, je sais qu'elle existe. Nous savons tous qu'elle existe, cette Amérique-là. J'avais sous-estimé sa puissance. Et puis, il y a eu des coups bas, il y a eu des sales coups. Vous savez, le FBI, à quelques jours de l'élection, ressortant au mépris de toutes les règles, de tous les usages, cette grotesque affaire des emails de Hillary Clinton, il y avait là quelque chose d'une déloyauté qui ressemblait quand même à une intervention frauduleuse dans la campagne électorale. Bon, le résultat est là maintenant. Le résultat est là, Trump est président, le bien monde sûr. entier doit faire avec Donald Trump. Gilles Bornstein. Oui, quelques heures après l'élection de Donald Trump, François Hollande a rendu hommage sans chaleur excessive à son homologue américain. On l'écoute, on vous posera une question après. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je dois l'aborder avec lucidité et clarté, car certaines positions prises par Donald Trump durant la campagne américaine doivent être confrontées aux valeurs et aux intérêts que nous partageons avec les États-Unis. Alors, cette froideur a été remarquée, critiquée par certains. On a même parlé de faute diplomatique. Est-ce que vous partagez ces critiques ou est-ce que vous pensez que la France doit s'apprêter à avoir des relations tendues, voire dures, avec les États-Unis, comme elle peut l'avoir avec Poutine, comme vous le souhaitez ? Tendu et dur, je ne sais pas, mais enfin...
cette réserve, ce rappel avant de le rencontrer de ce qu'est vraiment Donald Trump, je crois que c'est bien. Je crois que François Hollande a eu raison. Y compris avec notre allié traditionnel. Oui, parce que la France est un grand pays, parce qu'elle a sa propre diplomatie, parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, il n'y a qu'une question, au fond, c'est quoi faire pour endiguer la folie de cet homme. Il y a aujourd'hui, je ne sais plus qui disait ça, il y a 8 milliards d'humains qui sont embarqués dans un avion piloté par un fou. J'ai lu ça il y a quelques jours. Il est fou? Il y a un grain de folie, oui. Bon, ça, il n'y a pas que chez lui qu'il y a un grain de folie. Non, chez Boris Johnson, en Angleterre. Il y a si on faisait la liste, on y mettrait beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, dans les démocraties modernes, une espèce de prime au grain. Mais donc vous dites que l'humanité entière doit résister, s'allier contre cette folie? Elle ne doit pas s'allier, mais elle ne doit pas s'en remettre corps et âme, sans vigilance, sans lucidité. Il y a des Américains qui manifestent dans les rues de San Francisco, New York. Ils ne sont pas assez nombreux, mais ils ont raison. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Pardon, Monsieur Lévy, mais la démocratie a parlé. Enfin, je veux dire, ils manifestent. Je comprends la colère et l'envie de manifester, de se retrouver ensemble, mais on ne peut pas manifester contre la démocratie. La démocratie, elle a le droit de parler 2 fois, et même plus. Elle parle quand elle vote et elle parle quand elle manifeste. La démocratie, c'est pas de donner un chèque en blanc pendant 4 ans aux États-Unis ou pendant 5 ans en France à un homme. La démocratie, c'est le devoir de vigilance permanent, c'est l'exercice constant des contre-pouvoirs, et j'espère bien que... mais contester une élection quand elle s'est déroulée selon les règles, ça paraît un peu vain. Après, ça les amuse peut-être, mais ça ne durera pas longtemps. Personne ne conteste l'élection, et j'ai trouvé d'ailleurs qu'il y avait beaucoup d'allure la réaction d'Obama. Mais en revanche, dire qu'on ne laissera pas tout passer, dire qu'on ne laissera pas détricoter ce qu'il y a eu de bon dans l'héritage Obama, ça c'est légitime, ça fait partie de la démocratie. Et cette conversation se poursuit dans 90 secondes, il est 8h40. On a appris cette nuit le décès de Leonard Cohen, musicien, poète. Sa voix grave et mélancolique a résonné durant près de 50 ans. Ce symbole d'une génération post-68 avait connu le succès avec des chansons comme Alléluia ou encore Suzanne. Depuis cette annonce, ses fans se réunissent devant sa maison à Montréal. Leonard Cohen avait 82 ans. Week-end de recueillement en France, il y a quasiment un an jour pour jour. Le pays connaissait la pire attaque terroriste de son histoire. Une minute de silence sera respectée ce soir au Stade de France en ouverture du match de qualification pour le Mondial 2018 France-Suède. Dimanche, François Hollande et Anne Hidalgo se rendront sur chacun des lieux touchés par les attentats. La proposition de destitution de François Hollande, désormais entre les mains de l'exécutif, signée par 79 députés Les Républicains, elle a été transmise par la présidence de l'Assemblée nationale. Il reproche au chef de l'État la divulgation d'informations secrètes, mais la procédure n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Donald Trump, honoré d'avoir rencontré Barack Obama hier à la Maison-Blanche, mais la carte de l'apaisement sortie par le milliardaire ne semble pas convaincre ses détracteurs. Nouvelle manifestation donc, parfois violente d'ailleurs, à New York, Baltimore, Los Angeles, San Francisco ou encore Philadelphie. Sur son compte Twitter, Trump dénonce des manifestants professionnels poussés par les médias. Et puis l'épidémie de Zika terminée en Guadeloupe. Le virus reste présent, mais la préfecture estime que la prolifération est désormais sporadique. Moins de 100 cas recensés chaque semaine contre 2700 au pire moment de l'épidémie. France Info. C'est Bernard-Henri Lévy qui est avec nous pour l'émission politique. Ce matin, question Jean-Michel Apathy. Vous étiez au début de cette semaine, Bernard-Henri Lévy, à Mossoul, qui est une ville irakienne, qui devrait être libérée des combattants de l'État islamique. Et l'État islamique est en voie de disparition, en voie d'être vaincu en Irak et donc en Syrie, Bernard-Henri Lévy? Ah, je crois, oui, bien sûr. Ils sont le dos au mur. Alors évidemment, quand on est le dos au mur, on peut avoir des réactions imprévisibles et vendre chèrement sa peau. Mais je crois qu'ils seront défaits, oui, dans un délai qu'on ignore, mais ils seront défaits. Le Figaro, à Mossoul et à Raqqa. Le Figaro ce matin fait état d'une guérilla urbaine et d'avancées très compliquées pour les troupes irakiennes. Les Kurdes disent que rien n'est fait.
Que ça durera des semaines et des semaines. Ah ben je dis pas le contraire, ça peut même durer des mois. Ça peut même durer des mois, parce que les combattants de la Golden Brigade en Irak et des combattants kurdes font très attention, tentent d'épargner au maximum les civils, ont une stratégie qui est en gros pour l'instant l'opposé de celle des Russes à Alep. Donc évidemment que ça prend du temps. Et par ailleurs... C'est-à-dire pas de bombardement massif, mais essayer de rentrer dans la ville. Des bombardements, mais qui tentent d'épargner autant que faire se peut les populations civiles. Donc c'est deux stratégies opposées. La stratégie russe à Alep, c'est on bombarde, on rase, on vitrifie. La stratégie américaine, kurde et française et irakienne à Mossoul, c'est en effet rue par rue, précautionneusement, en prenant le temps. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Qu'est-ce que j'ai vu là-bas ? J'ai vu ça, ce que je vous dis là, c'est-à-dire cette stratégie opposée à celle de Poutine, l'anti-modèle Alep, d'une part. Ce que j'ai vu d'autre part, c'est une fois de plus la vaillance des combattants kurdes. J'étais jusqu'il y a 4 jours à Bashika, qui est une ville qui est à une vingtaine de kilomètres de Mossoul, et qu'ont reprise les Peshmerga. Ils ont fait face. Il y avait des forces de Daesh importantes, animées par l'énergie du désespoir, et les Kurdes se conduisent avec beaucoup de bravoure. Vous parliez des Russes, c'est un acteur majeur aujourd'hui dans cette région entre l'Irak et puis surtout la Syrie. Les Russes ont sauvé Bachar el-Assad. Et la suite de l'histoire dans cette région du monde s'écrira avec Bachar el-Assad grâce aux Russes. Ça, c'est inéluctable aujourd'hui. Écoutez, inévitable, oui, peut-être. J'espère que non, parce que je crois que dans l'une des choses dont ma génération aura honte, c'est ça. C'est d'avoir laissé faire, d'avoir laissé les mains libres à Bachar el-Assad et à ses parrains iraniens et poutinien en Syrie. Parce que ça veut dire 300 ou 400 000 morts, ça veut dire des millions de réfugiés, ça veut dire un pays détruit, ça veut dire cette crise migratoire sans précédent qu'on connaît, nous, en Europe, en particulier en France. Tout ça, la cause de tout cela, c'est cette folie poutinienne, cette bride lâchée à Bachar el-Assad. Qui a laissé faire Barack Obama en août 2013, qui a failli à sa parole. Bien sûr. C'est la grande erreur, je disais que ce serait la honte de notre génération, et c'est la tache sombre sur le mandat d'Obama. C'est ce 29 août 2013, où les avions français d'ailleurs étaient prêts à décoller, et où Barack Obama, en fin de journée, a téléphoné à François Hollande et il lui a dit: j'ai changé d'avis, j'avais dit qu'il y avait une ligne rouge, finalement non, la ligne rouge n'était pas rouge et Bachar el-Assad ne sera pas puni pour l'avoir franchie. Mais pardonnez-moi, si aujourd'hui Trump se rapproche de Poutine, est-ce que ça ne peut pas changer intégralement la donne, tout ça ? En pire. Oui. D'abord, ça ne ressuscitera pas les 400 000 morts et ça ne reconstruit pas cette pauvre Syrie, ce pays de grande civilisation détruit. Et je crains que ça n'aggrave encore les choses, parce que qu'est-ce que ça voudra dire, ce rapprochement Trump-Poutine, qui est promis, ça on sait, Trump l'a suffisamment laissé entendre, qu'est-ce que ça voudra dire, sinon supprimer les dernières censures, les dernières bornes opposées à la folie testorénisée de Vladimir Poutine. Pour rester poli, Jean-Michel. Testostéronisé. Et donc, la situation en Syrie n'est pas prête de trouver son point d'aboutissement. On imagine que les forces démocratiques, si elles n'ont jamais existé, sont aujourd'hui très faibles. Et que même si l'État islamique disparaît, des forces radicales sont présentes pour continuer à entretenir sans doute une situation de tension très grande. Elles ont existé. Elles ont existé, mais elles ont disparu. Oui, elles ont été laminées par cette espèce elles ont été écrasées par cette mâchoire constituée d'une part par Daesh et de l'autre part par Bachar el-Assad, avec une stratégie russe, avec un dispositif au Conseil de sécurité qui a joué clairement et cyniquement ce face-à-face. Voilà, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tout fait depuis 3 ans pour faire qu'il y ait face-à-face, sans troisième partie, Bachar et Daesh. Et ça, c'est une
très très mauvaise action. Et votre analyse et votre regard, Bernard-Henri Lévy, sont minoritaires aujourd'hui en Occident, en Europe, en France, puisque, je voulais juste en venir là, Poutine est un peu le nouveau héros de la séquence actuelle. On se dit, tiens, un chef d'État, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui est capable d'intervenir, quelqu'un qui est capable de faire valoir les intérêts de son pays et quelqu'un qui lutte contre l'islamisme radical. Ben oui, ceux qui pensent comme ça, je crois, se trompent. D'abord, ils sont étrangement aveugles à ce qui est leur véritable intérêt. Je vois les Français qui tiennent ce discours-là. Est-ce qu'ils se rendent compte que l'un des objectifs de Poutine, c'est de déstabiliser l'Europe, c'est de casser cette Union européenne et son modèle politique, c'est de soutenir tous les partis d'extrême droite en Europe, le Jobbik en Hongrie, le Ataka en Bulgarie, Aube dorée en Grèce, Front National en France. Il faut leur rappeler ça, il faut rappeler à M. Fillon, par exemple, que aujourd'hui, M. Fillon, qui fait partie, qui est au cœur de ce parti moscoutaire en France, et qui se prétend un Européen, il faut lui rappeler, il faudrait qu'il regarde enfin les choses en face. Vladimir Poutine, c'est le financier, c'est le supporter de tous ceux qui, en Europe, travaillent à déconstruire le modèle européen. Passons à la Libye. Mediapart, depuis un bon moment, et Le Monde écrivent que le colonel Kadhafi aurait financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous qui avez inspiré l'intervention de Nicolas Sarkozy et de la France là-bas, que vous inspirent ces accusations de plus en plus récurrentes ? Écoutez, elles sont de plus en plus récurrentes et elles ne sont toujours pas aussi fondées. Il y a de plus en plus d'éléments qui semblent indiquer qu'il s'est passé quelque chose. Des indices, des conversations. Qui s'accumulent, des conversations, des écoutes téléphoniques, des documents, un carnet des carnets d'un dignitaire mort il y a plusieurs années, retrouvé longtemps après sa mort. Un avocat mauritanien qui dit « Oh, il ne cherche pas au bon endroit, mais... » Oui. Non, pas au bon endroit, enfin, il y a un bon endroit. Oui. Enfin, écoutez. Ça vous paraît impossible ? Oui. Impossible. Oui. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas juge, mais ni policier, mais j'essaie d'avoir un peu de bon sens. Si vraiment cela avait existé, il est tellement évident que le colonel Kadhafi, qui recevait des tonnes de bombes sur la tête pendant des mois et des mois, aurait sorti l'affaire. Imaginez une seconde, à l'époque, en 2011, le colonel Kadhafi convoquant la presse, qui était à Tripoli, et disant « j'ai une annonce importante à faire », et racontant cela. Mais attendez, la guerre s'arrêtait immédiatement, il sauvait sa peau. Et on reprend le fil de cette conversation. Dans 90 secondes, il est 8h50 et voici David Doba. Le monde de la musique perd l'une de ses icônes. On a appris cette nuit le décès de Leonard Cohen. Musicien, poète, il était connu pour sa voix grave et mélancolique. C'est à lui que l'on doit Alléluia, encore If It Be Your Will, ainsi que Suzanne. Il avait 82 ans. Une minute de silence respectée ce soir au Stade de France, en ouverture du match France-Suède, un recueillement en prélude à un week-end d'hommage aux victimes des attaques djihadistes du 13 novembre. Dimanche, François Hollande et Anne Hidalgo se rendront sur chacun des lieux touchés par ces attentats. 6 plaques commémoratives seront dévoilées et quelques heures plus tôt, le Bataclan rouvrira ses portes avec un concert de Sting. Et en ce vendredi, nous commémorons également le 11 novembre 1918. Des cérémonies en hommage aux 20 millions de victimes de la Première Guerre mondiale se tiennent un peu partout en France, notamment à 10h40 à Paris sous l'Arc de Triomphe. Cérémonie particulière puisque cette année marque le centenaire de la bataille de Verdun. Les 3 jeunes hommes interpellés mercredi dans l'affaire de l'attaque au cocktail Molotov de 4 policiers à Viry-Châtillon remis en liberté. Âgés de 16, 19 et 22 ans, ils étaient soupçonnés d'avoir filmé puis mis en ligne les vidéos de l'agression. De la côte Est jusqu'à la côte Ouest, les anti-Trump sont mobilisés. Ils se sont retrouvés à New York, Baltimore, Los Angeles ou encore San Francisco pour protester contre son élection. Trump qui joue pourtant désormais la carte de la séduction et de l'apaisement. Il s'est dit honoré hier d'avoir rencontré Barack Obama à la Maison-Blanche. Parmi ses priorités, désormais, la santé, l'immigration et l'emploi. France Info. Et la dernière partie de l'émission politique sur France Info avec Bernard-Henri Lévy. Question, Jean-Michel Apathy. Et dans ce monde troublé, la France se livre à la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du printemps prochain. François Hollande, souhaitez-vous qu'il soit un nouveau candidat, Bernard-Henri Lévy ? Oui. Ah, pour voter pour lui ? Ah oui ? Ah, c'est vrai ? Oui. Ouais, vous faites partie. On les cherche. Les 4%, voilà, de satisfaits de l'élection. Il y a 1% de très satisfaits. Je vais vous demander, est-ce que vous êtes dans les 4% ou dans les 1% de très satisfaits, sincèrement ? Ou dans les 4% de 3% de satisfaits et 1% de très satisfaits. Alors vous êtes dans les 3 ou dans les 1 ? Je ne sais pas si je suis dans les 3 ou dans les 1, mais je trouve que François Hollande a été un bon président. Oui. À l'international ?
Pas seulement à l'international, il a été un très bon président. Donc là, je fais partie. Vous êtes quand même une espèce en voie de... Vous êtes un homme rare. Voilà. Oui, le Hollande domestique est un bon président. Oui, le Hollande domestique a été un bon président et le Hollande international, qui est celui que j'ai suivi le plus attentivement, a été un président tout à fait formidable. Que ce soit le Mali, la Centrafrique, l'Ukraine, où il a tenu le cap face à une Europe et à un monde qui s'apprêtait à se livrer au trumpisme aujourd'hui galopant. La Syrie, on en parlait tout à l'heure, il a pas pu faire, mais il a sauvé l'honneur. Donc sur tous ces dossiers tellement importants, aujourd'hui en Irak, en effet, je rentre de 2 séjours en Irak. Les soldats français, sous commandement du président, se conduisent magnifiquement. Donc vous souhaitez qu'il soit candidat, vous êtes prêt à voter pour lui. Est-ce que vous savez s'il sera candidat? Parce qu'on imagine que vous le voyez, vous discutez avec lui. Est-ce que vous le savez? Ça, je n'en ai aucune idée. Vous en avez parlé sans doute avec lui? Non. Moi aussi. Non. Quand vous ne le diriez pas, mais si. Non, quand il m'arrive de parler au président Hollande, ce qui est extrêmement rare, c'est pour lui parler de l'Irak. D'accord. Et c'est pour lui dire ce qui se passe du côté des Peshmerga et pour former mes vœux sur l'indépendance du Kurdistan. La rumeur dit qu'Emmanuel Macron sera candidat la semaine prochaine à la présidence de la République. C'est une bonne chose, une mauvaise chose? Vous pourriez le regarder aussi avec sympathie? Oui, c'est évidemment une bonne chose, bien sûr. Et vous souhaitez que lui aussi soit candidat? Vous êtes œcuménique. Je vous ai dit... Je vous ai dit que je vote, que si François Hollande se présente, ce que je souhaite, je voterai pour lui. D'accord, c'est plus clair. Non, c'est vrai. Voilà. Je vous taquinais. Mais Emmanuel Macron, vous regardez ça avec sympathie aussi. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ce que j'ai lu dans l'Observateur cette semaine me semble assez convaincant, parce qu'il est jeune, parce que il n'a pas démérité quand il était ministre de l'économie et des finances de Hollande, voilà. Mais en quoi est-il pourquoi est-il Hollande en quoi est-il moins bon que Hollande? En quoi serait-il utile, Emmanuel Macron? En quoi serait-il moins bon que Hollande? Il n'a pas trahi un peu la cause? Certains des amis de François Hollande disent c'est pas terrible de quitter le gouvernement. C'est pas mon histoire. Je ne suis pas Deller. Je suis l'ami de personne. Donc qu'il ait trahi, ça, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. J'aimerais pas que Juppé soit président de la République, par exemple. Ah, voilà. Alors, si vous voulez savoir pourquoi pas Juppé? Pourquoi pas Juppé? Parce que lui, pour le coup, je pense que ça a été un très mauvais Premier ministre et un effroyable ministre des Affaires étrangères. Juppé, attendez. Le Juppé de la dernière période de la ministre des Affaires étrangères, 2011-2012. Celui auquel vous vous êtes opposé sur la Libye? Pas du tout. Le premier ministre des Affaires étrangères. Celui auquel je me suis opposé au moment de la... Parce que les gens oublient tout. De la Bosnie-Herzégovine d'une part et du Rwanda d'autre part. Qui sont des événements majeurs où la France s'est mal conduite. Et la politique étrangère de la France était gouvernée par Alain Juppé. Et quand j'entends les uns ou les autres nous dire qu'il a été un bon ministre des Affaires étrangères, je trouve que ça témoigne d'une amnésie préoccupante. Donc Juppé et Sarkozy, vous choisissez plutôt Sarkozy. On sait que vous avez des bonnes relations avec lui. Est-ce que c'est un populiste? Enfin, ça fait plusieurs questions, j'en conviens. J'ai pas envie de choisir entre l'un et l'autre. Franchement, je vous ai dit quel était mon choix, voilà. Non, mais vous connaissez bien Nicolas Sarkozy. Oui. Est-ce que vous diriez qu'il est populiste? Il y a une dimension populiste chez Sarkozy, oui, bien sûr. Ça a été un mauvais président? Non, ça n'a pas été un mauvais président. Non, que ce soit au moment de la crise financière de 2008 et la guerre en Libye. Ça, je l'ai écrit 100 fois. Il est à l'honneur de Sarkozy d'avoir appliqué ce droit et ce devoir d'ingérence qui est l'honneur de la démocratie. Vous ne voulez pas choisir, mais vous dites qu'il y en a un qui est un bon président et l'autre un mauvais ministre. Donc vous préférez nettement Sarkozy à Juppé, c'est clair. Mais j'espère surtout que ça ne sera pas ça l'élection présidentielle de 2018. 2017. De 2017. Ça viendra beaucoup plus vite que prévu. Puisque vous risquez parfois des pronostics, est-ce que vous diriez que Marine Le Pen ne gagnera pas l'élection présidentielle? Écoutez, je me suis trompé sur le Brexit, je me suis trompé sur... J'ai entendu François Philippot qui souhaite que vous donniez un pronostic. Donc j'ai trop tendance à prendre mes désirs pour des réalités. Vous pourriez dire Marine Le Pen va gagner l'élection présidentielle. J'ai un peu trop tendance à prendre mes désirs pour des réalités. Donc mon désir ardent,
c'est que cette femme et ce qu'elle représente soit vaincue. Voilà, après... Mais vous savez, dans le mea culpa qu'a fait le New York Times, par exemple, après l'élection de Trump, il y a eu cette phrase « on ne l'a pas vu parce qu'on ne voulait pas le voir ». Et est-ce qu'on n'est pas exactement dans la même situation avec le Front National ? Bien sûr, mais oui. Mais, je ne veux pas envisager, comme nombre d'entre vous, je suppose, une victoire de cette espèce de parti de haine de la France, d'abaissement de la France, de détestation de ce qu'elle a eu de plus grand. Je ne veux pas voir ça, oui. On verra bien. Voilà, nous aurons une pensée en cette fin d'émission pour les victimes du 13 novembre. Il y a donc un an, ces attentats ont ensanglanté le pays. Des commémorations auront lieu aujourd'hui. Nous en avons parlé un peu au travers de la situation en Irak, d'où vous revenez, Bernard-Henri Lévy. Et nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous. Bon week-end.